Bonjour, c'est Piston Kirk. On me demande régulièrement des conseils d'achat pour bien choisir sa Boxer 986. Alors plutôt que de vous répondre individuellement comme je le fais à chaque fois, je vais traiter le sujet une bonne fois pour toutes dans cette vidéo en vous guidant sur le choix de la génération, de la motorisation ou encore des options, mais aussi en vous donnant quelques conseils sur les points mécaniques à vérifier lors de l'essai. Avant d'aborder les points à vérifier pour acheter une Boxer 986, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est cher à entretenir? Franchement, cette voiture ne me coûte pas plus cher en entretien que ma Peugeot 307 ou ma Mini. Bien entendu, je ne la fais pas entretenir chez le concessionnaire, sinon effectivement ça me reviendrait un peu plus cher. En gros, pour faire simple, les consommables comme les filtres ou les plaquettes ne sont pas plus chers que chez les constructeurs généralistes. La seule chose où on sent vraiment la différence, c'est pour les pneus. Vu la largeur des pneus d'une Boxster, j'en ai au minimum pour 800 € les 4, alors que j'en ai pour moins de 350 € pour la 307. En ce qui concerne les grosses opérations, comme le changement d'embrayage, il faudra compter entre 1000 et 1100 €, ce qui est 200 à 300 € de plus que ce que j'ai payé pour ma 307, et 2 fois moins cher que ce que j'ai payé pour ma Mini. Oui, parce que cette voiture est une misère à démonter et que ça coûte un bras en main d'œuvre. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. C'est pas parce que la Boxster est une Porsche que tout sera forcément plus cher. À l'usage, en termes de consommation, il faut en théorie compter entre 10 et 13 litres au 100 pour une 2,5 litres et une 2,7 litres, et entre 11 et 14 litres pour une 3,2 litres. Mais en pratique, je consomme moins avec ma 3,2 litres qu'avec la 2,5 litres de mon père. La raison étant tout simplement une meilleure gestion du moteur et une boîte 6 au lieu d'une boîte 5. L'avantage de la Boxer 986, c'est que grâce à internet, on trouve assez facilement des pièces neuves ou d'occasion pour un tarif raisonnable, y compris pour les pièces de carrosserie. Mais bon, ne vous l'aurez pas non plus, une Porsche reste une Porsche. Si vous voulez faire des économies, penchez plutôt pour une Dacia. Ça vaudra mieux pour vous et surtout pour la Boxster. En effet, le problème du marché de l'occasion de la Boxer 986 est justement là. Comme c'est une Porsche accessible, trop de gens en achètent une sans avoir pour autant les moyens de l'entretenir correctement. Et quand on néglige l'entretien de ce genre de voiture, cela devient vite un nid à problème qu'il faudra payer au prix fort, tôt ou tard. Mais bon, normalement, si elle est bien entretenue, c'est une voiture fiable qui peut parfaitement servir de daily car, d'autant plus qu'avec ces deux coffres, on peut sans problème faire les courses de la semaine pour une famille de 4 personnes ou partir en voyage en couple. Maintenant que vous êtes rassurés, passons au conseil d'achat. Étape 1, quelle motorisation choisir? Et non, je ne vais pas répondre à cette question pour vous, tout simplement parce que ce choix est lié à 3 paramètres qui vous sont propres. Quel est l'usage que vous allez en avoir? Quel est votre budget? Et surtout, quel est votre ressenti derrière le volant? À titre personnel, j'ai eu 3 986, une 2,5 litres boîte automatique, une 2,5 litres boîte mécanique, et mon actuel qui est une 3,2 litres boîte méca. Mais je tenais aussi à préciser que j'ai eu l'occasion de conduire une 2,7 litres. Ces différentes 986 m'ont amené à plusieurs conclusions. Et la première d'entre elles, c'est que plus jamais je ne prendrai de boîte automatique sur une 986. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que sur ce modèle, la boîte automatique tue le plaisir de conduite. Le seul cas de figure où je peux recommander une boîte automatique sur une 986, c'est si vous vous en servez comme daily et que vous êtes obligé de vous taper des bouchons tous les jours. En ce qui concerne le choix de la cylindrée, je préfère largement la Boxster S 3,2 litres et ses 252 chevaux, surtout si vous avez souvent l'occasion de faire des routes de montagne. Et si je n'avais pas les moyens de prendre cette motorisation, je me rabattrais sur une 2,5 litres et ses 204 chevaux, car elle est déjà très nerveuse, et franchement, la différence avec une 2,7 litres et ses 220 chevaux en termes de puissance ressentie ne justifie pas l'écart de prix. Étape 2, quelles options choisir? Avant de parler des options, il faut se demander quelle génération choisir. Si vous en avez les moyens, je vous recommande fortement de prendre une phase 2. Non pas parce qu'elle a quelques malheureux chevaux de plus, une boîte à gants ou encore un porte-gobelet rétractable, mais parce que la capote a été complètement revue. Elle a une meilleure isolation et surtout une vitre en verre avec dégivrages incorporés, ce qui est un vrai plus par rapport à la vitre en plastique qui a tendance à s'opacifier et se fissurer avec le temps. Pour ceux qui ne savent pas différencier une phase 1 d'une phase 2, je vous invite à regarder cette vidéo qui liste toutes les différences entre les deux versions. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. En ce qui concerne le choix des options, j'ai bien ma propre liste, mais à l'arrivée, tout dépend de ce qui est important pour vous.
Niveau sécurité, les assistances électroniques d'adhérence comme le traction control, c'est-à-dire l'anti-patinage, qui à partir de 2001 est devenu le PSM, c'est-à-dire l'ESP, sont vraiment une très bonne chose, surtout sur route humide ou enneigée. Car je vous rappelle que la Boxster est une voiture à propulsion, ce qui la rend aussi joueuse que dangereuse. Je recommande cette option en tête de liste pour éviter de finir dans un mur suite à un tête à queue. Alors pour savoir si la Boxster que vous convoitez en est équipée, c'est très simple, il suffit de regarder la console centrale pour voir s'il y a un de ces deux interrupteurs. Niveau confort, il vaut mieux prendre une Boxster avec la climatisation. Pour la reconnaître, c'est très simple, s'il y a un écran et des boutons pour la régler, c'est qu'il y a la climatisation, s'il y a des poignées manuelles à tourner, c'est qu'il y a juste le chauffage. Alors je conçois que de prime abord, on voit pas forcément l'intérêt d'avoir une climatisation sur un cabriolet, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas tout le temps rouler décapoté sur des longs trajets. Le soleil tape et c'est bruyant, la climatisation est donc une vraie plus-value. Les sièges chauffants ne sont évidemment pas indispensables, mais ils sont quand même très plaisants. D'autant plus qu'ils ne servent pas qu'en hiver, ils sont aussi très pratiques pour rouler décapoté quand il ne fait pas encore très chaud. Sachez aussi qu'on peut les rajouter après coup, pour peu que vous soyez un peu bricoleur et que vous arriviez à en trouver d'occasion de la bonne couleur. Et puisqu'on parle des sièges, précisons aussi que certaines très rares Boxster ont l'option siège conducteur à mémoire. Mais personnellement, c'est une option qui ne me sert à rien parce que je ne prête jamais le volant de ma Boxster à ma femme. Non, c'est pas sexiste. Tu la connais juste pas. L'option cuir intégral permet d'avoir, en plus des sièges, le tableau de bord et les panneaux de porte qui sont en cuir. C'est une option intéressante, en particulier quand on n'a pas un intérieur noir, car les couleurs tiennent mieux dans le temps. En plus, le rendu visuel et le toucher sont bien plus agréables. C'est une option que l'on peut identifier au premier coup d'œil en regardant les panneaux de porte, car les versions en cuir ont une couture supplémentaire que n'ont pas les modèles en vinyle. Le régulateur de vitesse est une option assez peu répandue. Avant 2001, il était mécanique, ce qui le rendait assez difficile à régler avec précision. Heureusement, à partir de 2001, il est devenu électronique, ce qui le rend plus précis et surtout plus facile à installer après coup, ce que fait régulièrement l'atelier Palmers. Là encore, cette option peut paraître superflue sur une voiture à vocation sportive. Mais bon, sur des longs trajets, c'est quand même bien pratique pour éviter de se faire flasher. Étape 3, autre paramètre à prendre en compte. Ça peut paraître étrange, mais avant d'acheter une Boxster 986, il faut se poser la question de la revente. Voulez-vous la garder ou la revendre à moyen terme? Si vous comptez la garder et l'user jusqu'à la corde, vous pouvez sans hésiter acheter une Boxster approchant les 200 000 km. Sinon, il vaut mieux rester sous la barre des 130 000 km pour pouvoir la revendre plus facilement après 1 ou 2 ans d'utilisation. Le carnet d'entretien joue aussi un rôle très important dans la revente du véhicule. Pour de nombreux Porschistes, un carnet avec tous les tampons d'entretien faits chez Porsche ou un indépendant reconnu est une vraie plus-value lors de l'achat. Cela facilite donc considérablement la revente. Lorsque vous éplucherez les petites annonces françaises ou belges, vous constaterez que les Boxster importés d'Angleterre sont bien moins chers à l'achat. Ceux qui en ont une disent qu'on se familiarise très vite avec le volant à droite et que c'est une façon d'acheter une Boxster S pour moins cher qu'une 2,5 litres avec volant à gauche. Alors, bien que le plaisir de conduite soit le même, gardez quand même à l'esprit qu'elles sont un peu plus difficiles à revendre. En parlant de difficulté de revente, sachez que toute voiture modifiée a tendance à rebuter les acheteurs. Une couleur qui n'est pas celle d'origine, un aileron ou des phares aftermarket, des bas de caisse ou des pare-chocs tuning, toutes ces modifications peuvent baisser la valeur de la voiture. Les puristes seront même rebutés, y compris si vous utilisez des pièces d'origine Porsche, comme par exemple des pare-chocs de phase 2 sur une phase 1, ou encore un des nombreux pare-chocs avant de 996 qui ont l'avantage d'être compatibles avec la 986. La seule modification qui n'affectera pas négativement la valeur d'une 986 est d'avoir remplacé les phares avant et arrière à clignotant orange par des versions à clignotant blanc tirées d'une phase 2. Bien entendu, votre Boxster ne décotera pas si vous lui ajoutez des options tirées du catalogue original de la 986. Par exemple, des seuils de porte en aluminium gravé, un levier Chromeline, des caissons de base de portière avec leur panneau de porte original, un volant 3 branches, un caisson de rangement rigide à l'arrière, des accoudoirs et poignées chromées, un bouchon de réservoir en aluminium ou encore un régulateur de vitesse. Non seulement l'ajout de ces éléments ne nuise pas à la valeur de la voiture, mais ils peuvent aussi en faciliter la revente. Tous peuvent être ajoutés après coup, vous trouverez la liste des tutoriels dans le descriptif sous cette vidéo. Avant de conclure avec les ajouts, je tenais à préciser qu'il y a 2 ajouts aftermarket qui plaisent quand même aux puristes, bien qu'il ne s'agisse pas d'options officielles Porsche. Et s'ils sont autant appréciés, c'est tout simplement parce qu'ils sont à la fois invisibles et utiles. Il y a tout d'abord le relais Smart Top qui permet d'ouvrir sa capote en roulant jusqu'à une vitesse de 30 km/h.
Ensuite, il y a le boîtier MP3 que l'on peut brancher à l'autoradio original au niveau de la prise normalement dédiée au chargeur CD. Ainsi, l'habitacle garde son aspect d'origine. Ce boîtier permet non seulement d'écouter de la musique stockée sur une clé USB ou une carte SD, mais il peut aussi se connecter en Bluetooth pour écouter la musique de votre téléphone ou encore servir de kit main libre. Alors si vous voulez en savoir plus, j'ai détaillé leur installation dans ces deux tutoriels, dont les liens se trouvent encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 4, point à vérifier sur place. Maintenant que vous avez tous les éléments pour choisir le modèle qui vous convient, vous allez pouvoir éplucher les annonces pour trouver la Boxster de vos rêves. Vient alors le moment de rencontrer le vendeur pour voir le véhicule en vrai. On va donc lister les points à contrôler sur place, communs à toutes les voitures d'occasion. Regardez le carnet d'entretien pour savoir si elle a été suivie régulièrement, au minimum tous les 20 à 25 000 km. Un tampon ne prouve rien, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander les factures. Lors de l'essai, sur une ligne droite, s'il n'y a personne derrière vous, n'hésitez pas à faire un freinage d'urgence pour vous assurer qu'elle freine droit. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un problème au niveau du châssis, de la direction ou encore des étriers. Si la boîte est mécanique, pensez à vérifier que l'embrayage n'est pas en bout de course en relevant délicatement la pédale et en voyant à quel moment elle accroche. Assurez-vous aussi qu'elle démarre bien à froid, ce qui veut dire qu'il faut demander au vendeur de ne pas la faire tourner avant que vous arriviez. Il va aussi falloir jeter un coup d'œil sous la voiture. Pas seulement pour contrôler la présence de rouille, mais aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du moteur ou de la boîte, ou encore de fuite de liquide de refroidissement sous les radiateurs au niveau du pare-choc avant. Dans la mesure du possible, contrôlez aussi l'usure des plaquettes de frein et des disques, en gardant à l'esprit qu'un jeu de plaquettes pour le train avant ou arrière coûte entre 35 et 90 euros, et une paire de disques entre 100 et 200 euros. Au niveau des suspensions, il va falloir soulever le soufflet en plastique pour s'assurer qu'il n'y a pas de suintement apparent, ce qui trahirait une fuite au niveau du joint. Si c'est le cas, il va falloir remplacer les suspensions par paire, c'est-à-dire celle de droite et celle de gauche, ce qui peut vous coûter entre 600 et 800 euros, main d'œuvre incluse. Il faut aussi vérifier que les pneus ont une usure uniforme. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un problème de carrossage ou de parallélisme. Prenez bien le temps de vérifier tout ce qui est électrique. Les phares, les essuie-glaces, la fermeture centralisée, les vitres, les rétroviseurs, les sièges chauffants, la climatisation ou encore l'autoradio. Une panne peut être anecdotique, ça peut être un interrupteur, un fusible ou un relais, mais ça peut être aussi beaucoup plus grave, cela peut impliquer le boîtier informatique de la voiture. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus cher. Donc mon conseil, c'est de n'accepter d'acheter la voiture que quand les éléments en panne sont réparés. Lors de l'essai routier, pensez bien à tester le régulateur de vitesse s'il y en a un. Pensez aussi à contrôler qu'elle ne chauffe pas anormalement vite et fort quand il y a des bouchons. Si c'est le cas, ça peut être soit un problème anecdotique, comme par exemple des saletés et des feuilles mortes accumulées au niveau des radiateurs avant, ce qui est un problème assez courant sur les 986, et qui peut facilement être résolu en suivant ce tutoriel qui va vous expliquer comment les nettoyer. Et si ce n'est pas ça, ça peut être un problème beaucoup plus grave, qui peut impliquer de remplacer les radiateurs. Prenez aussi le temps d'aller au niveau du coffre arrière pour vérifier qu'il n'y a pas de mayonnaise dans l'huile. Si c'est le cas, c'est peut-être qu'il y a un joint de culasse à changer, ce qui ne va pas être bon marché. Il faut aussi se demander si cette voiture a été utilisée sur circuit. On dit souvent que le circuit use 3 à 4 fois plus vite que la route. Donc en théorie, une Boxster qui aurait fait 10 000 km de circuit aurait en réalité l'usure d'une voiture de 30 à 40 000 km. On comprend mieux pourquoi certains vendeurs hésitent à dire lorsqu'ils s'en sont servis sur circuit. Mais bon, une Boxster 986 qui aurait fait 10 000 km de circuit, ça reste très hypothétique, pour ne pas dire improbable. Comme on ne peut pas forcément faire confiance à ce que nous raconte le vendeur, on peut demander à faire un test Piwis, aussi appelé rapport Piwi, pour avoir les statistiques d'usage du moteur et ainsi savoir s'il a été souvent utilisé avec une plage de régime élevée. Mais bon, ce test n'est pas forcément représentatif de l'entretien ou de la façon dont la voiture a été conduite au quotidien. Ce n'est donc pas une garantie absolue non plus. En plus, il faut savoir lire correctement ce rapport, ce que peu de personnes savent réellement faire. Mais bon, ce test a quand même l'avantage de vous informer si la voiture a subi un choc important ou si le kilométrage affiché au compteur est réellement celui de la voiture. Le problème, c'est que comme ce test coûte de l'argent, peu de vendeurs le font faire. Beaucoup des points que je viens d'évoquer peuvent sembler évidents à ceux qui ont l'habitude de faire de la mécanique. Mais comme j'ai pu m'en rendre compte, ce n'est pas le cas d'un très grand nombre de mes abonnés, c'est pour ça que j'ai préféré reprendre les bases, afin que nous partions tous du même niveau. À part le test Piwi, tout ce que nous venons de voir sont les choses à vérifier sur n'importe quelle voiture d'occasion grand public. Mais les Porsche, ainsi que toutes les marques de luxe, sont un univers à part. Il faut donc vérifier quelques points supplémentaires. Étape 5, points à vérifier sur une Porsche.
Nous l'avons déjà évoqué précédemment, mais il est bon de rappeler que sans un carnet d'entretien suivi scrupuleusement, de préférence chez le concessionnaire et avec les factures à l'appui, une Porsche perd de sa valeur sur le marché de l'occasion. De même, la voiture subira une décote si le moteur a été changé suite à une casse. Même si c'est le même moteur, et même si ce moteur a moins de kilomètres que votre moteur d'origine, les puristes vous diront que ce n'est plus matching number. Autrement dit, que le numéro du châssis ne correspond plus au numéro du moteur, ce qui à leurs yeux implique une décote. Alors personnellement ça ne m'a jamais arrêté, après, c'est à vous de voir. En ce qui concerne l'extérieur, il vaut mieux avoir une carrosserie impeccable sur une voiture de ce standing. Vérifiez aussi l'alignement des tôles, car un alignement imparfait peut trahir le fait que le véhicule a été accidenté. Alors, quelle que soit la marque, un véhicule accidenté entraîne une certaine méfiance. Mais dans le monde des voitures de luxe, ça peut carrément devenir un point rédhibitoire pour l'acheteur potentiel. Étape 6, point à vérifier sur une Boxster 986. Un des points faibles connus de la Boxster 986 est le roulement de l'IMS qui peut entraîner une casse moteur. Il est donc logique de demander au vendeur si ce roulement a été remplacé par une version fiabilisée. Alors si c'est pas le cas, c'est pas dramatique non plus, surtout si la voiture a dépassé les 120 000 km car le risque est plus faible. Cela dit, si ça a été fait, c'est toujours bon à prendre car ça prouve au passage que la voiture a été soignée. Gardez à l'esprit que les 2,5 litres ont un roulement de l'IMS à double rangée de billes qui casse beaucoup plus rarement que sur les 2,7 litres et 3,2 litres qui ont un roulement à simple rangée. Mais je ne vais pas vous faire un exposé sur le sujet car j'ai déjà traité en profondeur cette problématique du roulement de l'IMS dans cette vidéo qui répondra à toutes vos questions. Encore une fois, le lien se trouve dans le descriptif. Un autre point faible de la 986 est le vase d'expansion du radiateur situé dans le coffre arrière. Certaines 986 ont plus de 20 ans d'âge et au fil des ans, le plastique devient cassant et peut se fissurer. Alors c'est pas très compliqué à changer, mais c'est du boulot en plus. Il vaut donc mieux vérifier dans le coffre arrière que la moquette n'est pas humide. Certains s'inquiètent parce qu'ils ont entendu parler de problèmes de cylindres rayés. Mais rassurez-vous, cela ne concerne pas les blocs M96 qui équipent les Boxster 986 et Porsche 996. En fait, comme le confirment certains professionnels reconnus comme l'atelier Palmers ou encore JM Meca, ce problème de cylindre rayé touche essentiellement deux modèles de la génération d'après, c'est-à-dire la Porsche 997 3,8 litres et quelques rares 997 3,6 litres. Donc inutile de psychoter sur le sujet. En revanche, il y a un dernier point où il faut être particulièrement attentif, la capote. Ne prenez pas une voiture qui a une fuite, même légère, que ce soit au niveau des joints, de la vitre ou encore de la capote elle-même. Car le boîtier informatique de l'habitacle est situé sous le siège gauche, c'est-à-dire au point le plus bas de la voiture, précisément là où toute l'eau va venir s'accumuler. Lorsqu'un boîtier informatique prend l'humidité, cela peut générer une multitude de problèmes en cascade. Et malheureusement, ça coûte une fortune à changer. Il faut compter environ 500 € d'occasion et au minimum 1300 € chez le concessionnaire. Alors pour vous éviter ce genre de déconvenus, pensez à vérifier que la moquette est bien sèche derrière les sièges et n'hésitez pas à arroser abondamment la voiture au tuyau d'arrosage pour vous assurer de l'étanchéité des joints et de la capote. Comme vous l'aurez compris, l'humidité étant l'ennemi numéro 1, il vaut donc mieux privilégier une Boxster qui a dormi dans un garage couvert. Et puisqu'on parle de la capote, je vous recommande chaudement de ne jamais prendre une Boxster dont la capote électrique ne marche pas. Même si le vendeur vous assure que c'est juste une bricole à réparer, rien n'est moins sûr. Si c'était le cas, ce serait sûrement déjà fait depuis longtemps. En fait, le plus souvent ce sont les 2,5 litres qui sont concernés, car elles ont un contacteur d'arrêt dans l'armature. Et quand cet interrupteur tombe en panne, si vous essayez de refermer le toit, ça va bien enclencher le moteur, mais dans le mauvais sens. Du coup, ça va forcer, les tôles latérales vont se tordre, et les biellettes vont casser. Et malheureusement, même si vous remplacez les biellettes ou même toute l'armature du toit, comme les tôles latérales sont tordues, vous aurez des problèmes d'alignement, certains éléments risquent de frotter sur la carrosserie et à terme, à cause des contraintes, les biellettes risquent de casser à nouveau. Le souci, c'est qu'aucun carrossier n'est en mesure de redresser la tôle correctement, pas même les concessionnaires Porsche, car pour cela, il leur faudrait un outil spécial pour reproduire le gabarit d'origine. Et à ma connaissance, seule la case Pacific 986 a fabriqué un tel outil. Bref, vous aurez compris mon propos, si vous trouvez une Boxster avec une capote électrique qui ne marche pas, fuyez, c'est une mauvaise affaire. Voilà, je vous ai donné tous les éléments pour chercher sereinement la Boxster 986 de vos rêves. Gardez à l'esprit que c'est une voiture polyvalente, parfaite pour un usage quotidien et avec laquelle on peut voyager confortablement sur route ou s'éclater sur circuit. Car il ne faut pas oublier que c'est une vraie Porsche, c'est-à-dire une machine conçue pour le plaisir de vibrer à son volant. Vous ne me croyez pas?
Voici une petite anecdote qui va vous convaincre. Si on en croit le site The Perf, la Boxster 986 2,5 litres, c'est-à-dire la moins puissante des Boxsters, fait un meilleur chrono sur le Nürburgring que la Ferrari Testarossa qui a pourtant 186 chevaux de plus. Et curieusement, toujours selon le site The Perf, cette même Boxster 2,5 litres et ses 204 chevaux fait jeux égal avec les 300 chevaux de la Porsche 911 type 993, une référence dans le domaine, qui était commercialisée entre 97 et 98, c'est-à-dire au même moment que la 986 2,5 litres. Voilà qui prouve sans équivoque à quel point cette voiture colle au pavé, ce qui est à la fois dû à la position centrale arrière de son moteur et à un châssis couplé à un train roulant remarquable, en particulier pour un cabriolet. Ce qui ne gâche rien, c'est que c'est un rêve accessible. À l'heure où je vous parle, on peut se payer une 2,5 litres pour le prix d'une Dacia neuve, ce qui en fait un très bon moyen pour entrer dans l'univers de Porsche à moindre coût. Cette voiture m'a donné énormément de plaisir depuis plusieurs années et j'espère sincèrement que ce sera aussi votre cas. Alors en attendant de l'avoir trouvé, je vous invite à rêver un peu plus grâce au roman De nulle part à nulle part, dans lequel une Boxster 986 occupe un rôle central. Et c'est écrit par un passionné qui n'est autre que moi. Oui, c'est de la publicité. D'un autre côté, j'aurais tort de m'en priver, hein. Alors pour ceux que ça intéresse, le pitch et le lien pour commander la version papier ou numérique sont dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite aussi à en découvrir un peu plus sur la 986 en regardant cette vidéo. Allez, bonne recherche à tous!